Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Rafiq Darbouch, hypnothérapeute. Avec Rafiq, on s'est rencontrés à CC Accompagnement. CC Accompagnement est un cabinet de groupe de thérapie brève. On peut se faire aider soit par une coach PNL, soit par le théâtre, ou soit par Rafiq avec l'hypnose. Rafiq nous parle de sa formation, de son enfance, de comment il est devenu hypnothérapeute. Mais il nous parle aussi d'art-thérapie, de l'évolution de l'hypnose en Algérie et comment arrive-t-il à expliquer son métier. Bonne écoute. Bonjour Rafiq. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Ouais. Bon, on va se tutoyer, puisqu'on on se connaît. Ok. D'accord. Parfait. Je te remercie énormément d'avoir accepté de participer à Meshahou. Merci énormément de me recevoir aussi ici. Alors on est dans ton havre de paix. C'est super marrant parce que les lumières sont tamisées. Il y a des tableaux. Je pense que c'est de toi. On pourra en parler éventuellement. Il y a de la couleur. Il y a des attrape-rêves. Donc on est assis sur des poufs rouges. Donc c'est super chouette. Il y a de la verdure. Il y a des lampes de sable. Ouais, j'aime bien. En tout cas, merci de m'ouvrir tes portes. Merci à toi déjà de me proposer. Ça va être une découverte. Oui. Voilà, je pense. Ouais. C'est une première et voilà, je suis content de te recevoir dans mon monde. Voilà, et j'espère que ça va bien se passer. Oui, ça se passera bien. Ça se passera bien. Voilà. Rassure-toi, ça se passera bien. Ok. Alors, Rafiq, actuellement, tu es hypnothérapeute. Oui. Ouais. Moi, la première question qui m'est venue quand j'ai préparé notre rencontre, c'était « Est-ce que tu as toujours voulu être hypnothérapeute ?» Ok. Alors, en fait, de formation de base, je suis kinésithérapeute. Donc, pour répondre, c'était pas un objectif principal. Okay. Voilà. Donc, il y a un vécu, et ce vécu qui m'a poussé à aller ailleurs. Ouais. Voilà, donc autant kinésithérapeute, donc on voit un peu de tout. Donc ça reste que c'est un milieu où on a besoin d'une psychologie, parce qu'on est là pour accompagner les gens et les patients qui sont en difficulté locomotrice. Et donc c'est des gens généralement qui n'acceptent pas l'handicap, surtout si on parle de maladies congénitales. Je parle des cas lourds, voilà, parce que j'étais affecté dans un service où il y avait beaucoup plus de malformations congénitales, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte qui a grandi avec. D'accord. Voilà. Et donc, on est obligé d'accompagner la personne sur un plan psychologique profond, d'ailleurs pour qu'il accepte sa maladie. Des fois, on peut guérir, voilà, et ça prend un peu de temps, donc il va se voir un peu différent des autres, de son environnement. Et donc, il y a beaucoup de travail avec le patient sur le plan psychologique, que ce soit avec lui, que ce soit avec les parents, quand c'est des enfants, voilà. Et à certains moments, je me suis retrouvé à faire beaucoup plus le psychothérapeute que l'hypnothérapeute. C'est vrai qu'on a eu un module de psychothérapie
qui nous aide à pouvoir calibrer le patient et tout, mais j'avais pas assez d'outils. Voilà. Donc à un certain moment, je me sentais un petit peu limité. Et d'où j'ai fait mes recherches et je suis une personne qui aime découvrir, qui aime le changement. Et donc j'ai fait mes recherches et j'ai pu découvrir l'hypnose et les différents types d'hypnose et tout. Donc par la suite, j'avais un objectif d'ouvrir mon cabinet privé de kinésithérapie. Donc c'était un moment où il fallait prendre une décision, il fallait quitter. Déjà, il y avait ça. Parce que tu étais à l'hôpital? Oui, j'étais à l'hôpital, donc j'ai fait 2 hôpitaux. Donc, j'étais à Beinel, après je suis parti à une autre structure. Voilà, donc c'était bien, voilà, j'ai appris, c'est une école, on apprend sur tous les plans. Voilà, et je garde de bons souvenirs, mais à un certain moment, il fallait passer à autre chose et ouvrir son cabinet. Mais après ça, je me suis intéressé à l'hypnose et je me suis inscrit dans une école et au lieu d'ouvrir un cabinet de kinésithérapie, il y a eu des modifications et j'ai ouvert un cabinet où j'exerce autant qu'hypnothérapeute. Voilà. Donc en fait, c'est un peu la kiné qui t'a amené à l'hypnose. C'est la kiné qui m'a amené. C'est tes patients en fait qui t'ont amené à. C'est mes patients, c'est leur retour et voilà, je me sentais psychothérapeute. À un certain moment, il y avait des patients où il n'y avait pas le kiné qui était présent. Donc j'étais beaucoup plus à l'écoute. Je suis une personne empathique. Voilà, empathique. Et qui se donnait sur tous les plans. Et donc l'écoute, c'est autre chose. Voilà. C'est plus profond, c'est plus... Donc, mais voilà, c'est ça. Donc c'est les patients qui m'ont poussé et c'est venu, voilà. Et c'est autre chose, c'est une autre vie, c'est une découverte. Je découvre jusqu'à maintenant, on découvre. C'est un monde à part. Et alors, du coup, tu es kiné, tu fais ta carrière donc, dans le milieu hospitalier, et là, tu repars sur les bancs de la fac, entre guillemets. Donc, tu dis que tu as fait une école d'hypnose ou d'hypnothérapeute. C'est en Algérie? En fait, il y a ce qu'on appelle, en France, il y a l'école de psychothérapie qui s'appelle Psynaps. Et à Psynaps, il y a plusieurs disciplines. Il y a ce qu'on appelle l'hypnose érectionnelle, ce que je fais moi, parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Voilà. Ils font de la PNL, ils font de la sophrologie, ils font tout ce qui est thérapie bref. Donc, et par la suite, ils ont ouvert ça en Tunisie. Donc, ils ont fait une annexe. Voilà. Donc, j'ai participé, voilà, je me suis inscrit à leur annexe à Tunis. Parce que j'ai de la famille là-bas, j'ai la double nationalité, donc ça m'a arrangé. Donc, moi, je dis toujours que en fait, j'ai 2 cœurs. J'ai un cœur qui est en Tunisie et un cœur qui est en Algérie. Donc, ça fait du bien déjà d'être en Tunisie, à Tunis. Voilà. C'est binational, c'est algéro-tunisien ou tunisien-algéro. T'as grandi où? Alors, j'ai grandi en Algérie et en Tunisie. Les deux. Voilà. Donc, il y a eu un vécu. Enfance, c'était partagé entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, j'étais né à Constantine. Déjà, je suis de père constantinois. Après, à un certain moment, je suis allé à Tunis. Donc, j'ai fait mon primaire en Tunisie. Voilà, à Tunis. Après, il y a eu un retour à Constantine. Donc, l'adolescence, c'était à Constantine. Après, le bac, c'était Alger. Voilà. Donc, j'ai fait Constantine, Tunis et Alger. Et t'étais quel type d'enfant? Est-ce que tu te rappelles? Enfant, j'étais quelqu'un qui était joyeux. J'étais un enfant très joyeux, très souriant, réservé. Voilà. J'étais joyeux, mais j'étais cérébral. J'étais un enfant très cérébral. Voilà. J'étais un enfant très, très cérébral. Et du coup, les adultes, les personnes qui t'entouraient, tes parents par exemple, ils te parlaient comment? Comment ils t'ont parlé, étant enfant? J'avais 2 parents différents. Donc, il y avait la mère qui était structurée. D'accord. Voilà.
Donc, ça a fait de moi quelqu'un qui est écologique sur tous les plans et structuré comme elle. Voilà. Et il y avait le côté paternel, c'était un papa tout est possible pour lui. Et c'était le papa qui profitait de la vie chaque seconde de chaque minute de chaque heure. C'était la personne non structurée. D'accord. C'était les deux contraires. Ça, c'est cool. Voilà. J'avais deux dialogues différents. Ouais. Voilà. Donc, l'affaire avec la maman, c'était pas l'affaire avec le papa. Voilà. Mais j'aimais ça. Voilà. Ouais. C'était un équilibre pour moi. Je trouvais ça... c'est-à-dire, même s'il y avait trop de structure chez la maman, trop de discipline, trop elle était cartésienne, voilà, 1 + 1 = 2, alors que chez mon père, 1 + 1, ça peut être 4 ou 5 ou 6. Ouais. Voilà, il n'y avait pas de limite, voilà, et donc je pouvais me réfugier chez mon père. Et il y avait ce côté lâche-prise avec lui. Ouais. Voilà. Et du coup, cette éducation biconceptuelle, on va appeler ça comme ça, tu penses que ça t'a aidé pour grandir ou pour devenir ce que tu es actuellement? Ça m'a aidé à accepter les autres. Ça m'a donné la capacité, en fait, de ne pas juger. Oui. De ne pas juger. Ouais. Voilà. Donc j'écoute et je m'adapte facilement avec la personne. Et ça m'a donné la capacité, je pense, de ne pas juger. Voilà. Sans jugement. Il n'y a pas de jugement. Donc je dialogue avec la personne, mais il n'y a pas de jugement. Ouais. Une ouverture d'esprit. Ouais. Aussi. Une ouverture d'esprit. Et voilà, je pense. Ouais. Et du coup, est-ce que, alors je pense que j'ai la réponse dans la question, mais est-ce que ces valeurs-là, donc de non-jugement et d'ouverture d'esprit, t'aident aujourd'hui dans ton métier d'hypnothérapeute? Est-ce que c'est des qualités essentielles pour être un hypnothérapeute, à ton avis? Oui, c'est des qualités essentielles. C'est l'un des principes qu'il doit avoir un hypnothérapeute. Parce qu'il doit être là, il doit écouter, il doit répondre, il doit voyager avec son patient ou son client sans jugement. Oui. Ouais. Donc. Et du coup, est-ce que, alors, sur cet aspect-là, c'était beaucoup plus facile pour toi. Est-ce que, par contre, sur d'autres aspects de ta formation en tant qu'hypnothérapeute, tu as trouvé certaines difficultés? Oui. Oui. Disons que j'avais dit que j'étais trop cérébrale autant qu'enfant. Et donc c'est resté enregistré dans l'inconscient. L'inconscient, il gère 95% de notre quotidien. Donc avec le temps, avec mon vécu, mon expérience de vie, bon, ça a diminué un petit peu. Parce qu'il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions, il y a eu des traumas comme tout le monde. Voilà, donc ce côté cérébral il diminue, on apprend, voilà. Et mais il était toujours présent. D'accord. Donc, et autant qu'hypnothérapeute, il faut pas être cérébral. D'accord. Il faut pas être cérébral. C'est-à-dire il faut se laisser aller avec le patient, le client. Tu as les techniques. Donc on a les techniques, les outils. Il faut renforcer les techniques et les outils et les adapter et avec le patient et le client, mais sans cet aspect, cette facette cérébrale. Il faut l'enlever. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai eu quelques difficultés. Voilà, je suis quelqu'un qui réfléchit trop avant de parler, avant de s'exprimer. Il y avait trop de réflexion. Donc, il y avait trop de présence du conscient. Le conscient, c'est lui qui nous pousse et qui commande la réflexion et la prise de décision. Et en tant qu'hypnothérapeute, on s'adresse à l'inconscient, où c'est l'automatisme, l'imagination, la créativité. Donc il y avait ce côté conscient qui était présent. Donc une personne cérébrale, donc c'est le conscient qui est là, c'est la réflexion qui est là. Et donc c'était un obstacle de lâcher prise personnelle. C'était pas avec les autres, mais un lâcher prise personnel. Il y a un nettoyage, il y a un recyclage, c'est sélectionné, après il y a des gens, donc bon, ça dure combien de temps ta formation? C'est des niveaux, donc
En hypnose directionnelle, tu as le technicien, 1 et 2. Tu as le praticien après 1 et 2. Après, tu as le maître praticien. D'accord. Et chaque niveau, il dure, disons, 21 jours. D'accord. 21 jours, Ah, 1 mois. ouais. 21 jours, 1 mois. D'accord. Voilà, sans arrêt. Est-ce que tu penses que l'hypnose t'a fait grandir et continue à te faire grandir en tant que réfère, pas en tant qu'hypnothérapeute? Elle m'a fait grandir, je dirais, c'est un terme peut-être bateau. J'ai mûri, Oui. voilà, plutôt. Et ça m'a changé Oui. en tant que personne, mes comportements, mes pensées, ma vision. J'avais dit que j'étais une personne cérébrale, donc ça m'a aidé à lâcher prise envers moi-même. Voilà, donc ce côté cérébral, on peut dire qu'il est plus présent. Il est présent quand il faut. Oui. Voilà. Il y a des moments où on doit prendre une décision, on doit réfléchir. Voilà. Mais avant, bon, ça dépassait, ça dépassait un peu. J'ai beaucoup changé sur le plan intérieur, sur le plan comportemental. Il y a eu beaucoup de modifications, ouais, sur plusieurs plans, sur plusieurs facettes. On se découvre. Oui. Et donc, cette découverte, ça m'a permis de revoir mes défauts et mes qualités, d'accepter mes défauts ou de les modifier si on peut, et de renforcer mes qualités. Voilà. Et là, oui, il y a un côté, on est plus mûr, oui, je suis plus mûr. Il faut avoir un profil, il faut que la personne déjà soit empathique. D'accord. Ok. Mais le problème après, l'empathie, il faut que ça ne dépasse pas la limite. Bien sûr. Donc, il faut que la personne soit... il y a une pureté. Oui. Après, il y a la paix intérieure, il y a la confiance, l'estime de soi. Par exemple, un hypnothérapeute qui n'a pas confiance en lui, bon, ça nous arrive tous. Bien sûr. À certains moments où la confiance baisse. Bien sûr. Voilà, mais ça remonte. Voilà, ça remonte tout de suite selon les événements, selon le concept. Voilà. Estime de soi aussi et tout. Donc, si la personne, elle n'est pas en paix, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas d'estime de soi, il n'y a pas un certain équilibre psychique et émotionnel, elle peut pas faire les choses correctement. Ouais. C'est quoi ton but en tant qu'hypnothérapeute? Mon but en tant qu'hypnothérapeute, c'est c'est une question où on peut avoir plusieurs réponses, mais je dirais que c'est le but principal, c'est que de montrer aux patients, aux clients, la vraie version d'eux-mêmes, qu'ils connaissent pas. Parce qu'à un certain moment, on croit qu'on connaît tout. De nous-mêmes. Mais c'est pas le cas. C'est pas possible. C'est pas le cas. Peut-être on peut connaître, on peut se connaître à 30 à 40%, à 50%. Avec l'hypnose directionnelle, la personne, elle va se connaître pratiquement à 95%. Voilà. Et donc, c'est le vrai moi. Voilà. En fait, le vrai moi, il est toujours caché à l'intérieur. Donc, mon but principal, parce que ça dépend, l'hypnothérapeute, il suit le motif de consulte, il suit l'objectif principal qui a poussé le patient ou le client à consulter, à frapper à la porte. Mais l'objectif principal, c'est de pousser le patient à se découvrir son vrai moi. D'accord. Parce qu'on a l'impression qu'on se connaît, mais en fait, c'est faux. Oui. Voilà. Non. Ouais. Et alors, l'hypnose est toute nouvelle en Algérie. Comment vois-tu l'avenir de l'hypnose en Algérie? Moi, je pense que l'hypnose, on est déjà dans le commencement. Voilà. Et c'est déjà bien. D'accord.
l'hypnose, elle pourrait être un outil d'accompagnement sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan entreprise. Je pense que c'est une discipline où elle peut être adaptée dans n'importe quel domaine. D'accord. Voilà. D'intégrer cette nouveauté pour nettoyer ce qui est à nettoyer, avant de prendre des décisions, avant de lancer un projet, avant de passer à une autre vie, avant, comme si une machine à laver en fait. Moi je pense que c'est... j'aimerais bien que ce sera une discipline qui peut entrer dans n'importe quel domaine. Voilà. Qui prend place, une petite place, malgré que c'est pas... Voilà, dans tous les domaines, et ça va être un accompagnement. Voilà. C'est pas de la psychothérapie, c'est différent. Voilà. Mais je pense que, je redis, les gens ils doivent se connaître avant de prendre des décisions. Et avant d'avancer. Voilà. Parce que des fois on avance et après on regrette, et après des culpabilités, après, voilà, et après on veut corriger des choses. Mais quand on touche à l'hypnose érectionnelle, dont on touche à l'inconscient, il y a certaines corrections et modifications qui vont se faire. Donc même le lancement il va se faciliter, même la prise de décision elle sera claire et nette. Même s'il y a une déception, un échec, on peut avoir une déception, mais elle sera acceptée, il n'y aura pas des conséquences, il n'y aura pas mais ça peut, comme j'avais dit, ça peut rentrer dans tous les domaines. C'est vaste, c'est tellement vaste. En France, ça traîne à l'hôpital. Les hypnothérapeutes dans le service antidouleur, oncologie, à la modification cellulaire. Voilà, par exemple, j'aurais aimé ça dans les structures hospitalières ou les cabinets privés ou les cliniques. Hypnose érectionnelle, c'est un outil très, 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 très efficace. Et tu as de l'espoir, en tout cas quand je te dis quel avenir à l'hypnose en Algérie, c'est-à-dire qu'actuellement, à court terme, ou à long terme, ou à moyen terme, est-ce que l'Algérie actuellement est apte à recevoir l'hypnose? Moi, je pense que en Algérie, ils ont un côté sceptique par rapport à l'hypnose. D'accord. Comment? Vas-y. Parce que là, ça existe l'Internet, il y a des livres, il y a de l'auto-formation, il y a de l'auto... donc les gens ils ont tendance à dire que voilà, l'hypnothérapeute, ah oui, il va manipuler l'esprit, il va ancrer des choses, voilà, il parle, ça c'est l'hypnose, déjà ça n'existe pas, l'hypnose qui va ancrer des choses et qui va manipuler l'esprit, ça n'existe pas. Ils ont vu des trucs à la télé, comme Mesmer par exemple. Moi, Mesmer, j'aime bien. Tu vois, il fait de l'hypnose de spectacle, speed hypnose, et ça me fait, c'est-à-dire, on est là, on est surpris. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un miracle, voilà, il hypnotise, et là, on a l'impression qu'il manipule l'esprit et le corps, et il demande au corps et à l'esprit de faire des choses et tout. Donc, il y a des gens, moi, ça me fait rigoler, moi, j'aime bien. Moi, je me marre, j'aime bien. C'est une sensation forte. C'est fait pour des gens qui aiment des aventures, des sensations fortes et tout. Voilà. Et là, on parle de speed hypnose, de l'hypnose classique, hypnose de spectacle. Voilà. Et là, des fois, ça fait peur. Les gens, ils te disent, je pars à l'hypnothérapeute, donc il va m'hypnotiser, il va contrôler mon esprit, mon corps. Donc, je pense, au début, il faut corriger ce qu'il y a à corriger comme vision. Voilà. Je pense que c'est ça le problème. D'accord. Voilà. Par exemple, moi, il y a des gens, ils prennent un rendez-vous
Et ils viennent avec cette idée, ils me disent voilà, j'aime pas être manipulé, tu vas manipuler. Et après, on peut pas, il y a un rapport, il faut créer un rapport. La première séance, généralement, on crée un rapport, voilà, et il fixe les objectifs et tout, mais il vient avec une vision très fausse. Oui. Voilà. Donc après, ça fait partie de la thérapie, on explique c'est quoi l'hypnose, les différents types d'hypnose, et c'est pas l'hypnose de spectacle, il n'y a pas de mal qu'une personne exerce l'hypnose de spectacle. Mesmer, il le fait, il assume ça, il sait ce qu'il veut, il fait des choses, il vit avec ça, et c'est son droit. Oui. Voilà. Et ça ne veut pas dire que tout le monde c'est Mesmer. Oui. Voilà. Mesmer, il a sa culture, il a son vécu qui l'a poussé à être comme ça. Et plein d'autres. Voilà, moi je dis Mesmer parce que c'est lui qui est le plus connu. Le plus connu sur le plan international. Ça fait hyper longtemps qu'il fait ça. Donc il faut éliminer ça. Et quand on va éliminer ça, là, il y aura une bonne installation. On peut ancrer l'hypnose ericksonienne, où il y a l'hypnose humaniste, qui est bien aussi. Voilà. Il y a l'hypnose spirituelle. D'accord. Aussi. Donc, ils sont 3 thérapeutiques. Mm-hmm. Voilà. L'hypnose humaniste, c'est une psychothérapie dynamique. D'accord. Qui pousse le patient ou le client à trouver ses solutions. Seul. Ok. Voilà. L'hypnose ericksonienne, on contacte l'inconscient, il va trouver ses solutions via son inconscient à 100%. Voilà. Donc toujours seul, mais c'est l'inconscient qui travaillera. Voilà. C'est l'inconscient qui fait tout. Ouais. L'hypnothérapeute, c'est pas lui qui trouve la solution, il contacte l'inconscient, c'est l'inconscient qui trouve la solution, c'est pas l'hypnothérapeute. Ouais. Voilà. Mais l'hypnothérapeute, c'est une porte, c'est une clé, il a ses outils pour que tu découvres ton inconscient. Mais après, c'est l'inconscient qu'il faut. Mais après, quand on voit l'inconscient, il va faire n'importe quoi, c'est rare parce que l'inconscient, c'est un ami, c'est pas un ennemi. Oui. Donc il sait ce qu'il fait. Donc des fois, on l'oriente un petit peu. Peut-être il est perdu, je lui dis, tu pars pas là, tu prends ce chemin. Donc il m'écoute. Voilà. Moi, je pense qu'il faut éliminer cette idée l'hypnothérapeute, il fait peur, il va manipuler, il va connaître les secrets, il va alors que l'hypnothérapeute, il n'est pas là pour... même si le patient ou le client vient, il n'a pas envie de parler de ses traumatismes, peut-être c'est tabou, peut-être il a honte, peut-être... voilà. On peut le mettre en contact avec son inconscient et c'est l'inconscient qui fait tout et ça reste entre lui et son inconscient. Oui. Il ne nous parle même pas, on fait des signaling, on pose des questions, il répond oui, non, je ne sais pas, pour qu'on voit le processus thérapeutique. L'inconscient, il est en train d'évoluer. Voilà, ou non, mais voilà. Je pense qu'il y a des corrections à faire. Oui. Il y a des corrections à faire, d'expliquer les différents types d'hypnose et chaque hypnose... Donc toi, pour l'instant en Algérie, vous êtes dans la phase, vous les hypnothérapeutes, vous êtes dans la phase éducation, pédagogie. Oui. Est-ce que ça peut marcher sur tout le monde? Est-ce que tout le monde est sensible à l'hypnothérapie? Alors, est-ce que ça peut marcher pour tout le monde? Ok, voilà. Alors, non, c'est pas tout le monde qui est sensible à l'hypnothérapie. Mais je pourrais dire qu'est-ce qui va changer ce résultat. Pourquoi il y a des gens où on voit le résultat et ils sont sensibles à ça, et pourquoi il y a des gens où il n'y a pas de résultat. Ok, tu veux que je réponde? Oui, je veux bien. Je me suis toujours posé cette question et je me suis dit tiens. Alors, il y a des patients, généralement, ils viennent par curiosité. Donc son but principal, c'est la curiosité. La curiosité, c'est une personne qui est curieuse. Voilà. Elle veut essayer. D'accord. Ok. Curieux de le faire et je veux le faire. Oui, c'est ça. Je veux arrêter. Et j'ai envie d'arrêter. Ils m'ont dit que l'hypnose peut donner. Donc je suis curieux. Je me suis dit pourquoi pas. Ça peut... Non, c'est pas la même chose. Ouais. On parle de volonté. Pas forcément. On parle de volonté. Oui. Oui. Dis-moi l'affaire. Quel est ou quels sont les conseils que tu pourrais prodiguer à une personne qui souhaite devenir hypnothérapeute? De passer chez un hypnothérapeute. Pour voir, ou genre le gars juste par curiosité, ou juste pour dire oui, je veux être hypnothérapeute? Non, pour voir ce que c'est. Oui. Et pour que le niveau technicien, il sera déjà fait chez l'hypnothérapeute.
Moi, je pense que chaque hypnothérapeute, il veut faire de l'hypnose érectionnelle, il doit s'inscrire. Oui. Voilà. Il doit foncer, sans limite. Donc foncer. Foncer. Et il voit après le premier niveau s'il est apte à faire ça ou non. Oui. Voilà. Bon, j'ai répondu tout à l'heure comme ça, je jouais, je rigolais un petit peu. Voilà. Mais ça sert. Des fois, moi, j'en ai connu une personne comme ça. C'était une personne qui a fait des recherches. Oui. Et elle m'a dit, j'ai envie de... Elle est médecin, généraliste, et elle m'a dit, j'ai envie d'être hypnothérapeute et tout, et je suis venue pour me nettoyer, pour passer à autre chose. C'est chouette, donc, ça. elle était prête, ouais. Donc je me suis dit, ah tiens, ça sort de l'ordinaire. Ouais, c'est chouette. J'ai aimé leur personnalité et tout. C'est ce qu'on a fait. Oui. Et là, elle est en train de faire des économies. Oui. Voilà, et elle va s'inscrire. Ça coûte cher, la formation? Oui, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher. Il faut faire des économies. C'est un objectif. Oui. Moi, je me rappelle, c'est-à-dire, je suis arrivé à un stade où tu mangeais des pâtes blanches. Des pâtes blanches avec du fromage. J'ai limité mes sorties. Ça va, t'avais du fromage, c'est bien. Voilà, fromage, ça va râper, comme ça. Voilà, ça coûte cher, oui. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Oui, tu fais pas ça pour l'argent. Si. Et autre chose, il faut avoir de l'empathie. Oui, donc c'est ça. Voilà. Il faut avoir de l'empathie. Si la personne n'est pas empathique, elle ne peut pas. Ouais. Mais après, comme j'avais dit, elle sera modifiée. Comme moi, j'étais trop empathique. Trop. Ouais. Voilà. Et voilà. Après, c'est eux qui ont équilibré les choses au niveau technicien. Après, praticien 1, 2, maître praticien et tout, c'est plus stratégique. C'est bon, on est hypnothérapeute et c'est bon, on fonce, on avance. Plus, mais je conseille. C'est-à-dire l'hypnothérapeute doit être empathique. S'il est empathique, il se lance, il s'inscrit, il fait ses économies, il fonce et il voit après le technicien. Au fur et à mesure. C'est tout. Dis-moi l'affaire, autour de moi, j'ai plein de tableaux. Ah oui. Peints. C'est de toi? Ouais, c'est bien. J'ai un hypnothérapeute artiste. C'est chouette. En fait... C'est venu comment? Bon, artiste, je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est quoi la place de l'art dans ta vie? En fait, c'est mon autothérapie. D'accord. Voilà. Bon, en fait, j'ai pu découvrir ça après avoir installé la facette de l'hypnothérapeute. Pourquoi? Parce qu'avec l'inconscient, on avait dit l'inconscient, il est responsable de l'automatisme et de la créativité et de l'imagination. Donc en tant qu'étudiant, quand je me suis inscrit, donc ils ont augmenté ma créativité et mon imagination. Voilà. Et en tant que praticien et maître praticien, c'est-à-dire quand on pratique, à chaque instant, à chaque séance, quand tu travailles et tu es dans ce voyage de l'inconscience et tu es ailleurs avec le client ou le patient, ma créativité, elle augmente. Oui. Et mon imagination, elle augmente. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'acheter une toile sans raison. J'ai pas cherché pourquoi du comment. Oui, c'est bien. Pour un gars de cérébral, c'est bien. Ouais, quelqu'un de cérébral. Ça. Donc tu vois, ça prouve que ça fait effet. Ça fait effet. Ouais, donc le cérébral était là. C'est chouette. Donc je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, mon petit déjeuner. Après je me suis dit, bon, allez, je sors. Je me suis déplacé. Et c'était pas... ma première toile, je l'ai faite à Tunis. Donc c'était à Mansa. Donc je me rappelle, je suis rentré, il y avait un magasin. J'ai repéré avant 2 jours, 48 heures, comme ça, j'ai repéré, je me dis, ah tiens, celui-là, il vend des toiles. Donc je suis rentré, j'ai acheté une toile, des pinceaux, alors j'avais aucune notion. Ouais, t'as jamais baigné dans l'art? Jamais. Même le dessin, bon, je suis pas... Et voilà, je me suis lancé, alors la première toile, la deuxième, après la troisième, la quatrième, cinquième, et... c'est venu comme ça. Et chaque toile, comme j'avais dit, c'est un
instant où... parce que l'hypnothérapeute, il doit avoir une hygiène de vie D'accord. spéciale, assez spéciale. Ok. Voilà. C'est quelqu'un qui est à l'écoute s'il est installé dans un cabinet. Oui. Donc, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, il est à l'écoute. En plus, il est avec l'inconscient. L'inconscient, c'est pas le conscient, c'est autre chose. C'est le double effort parce que l'inconscient, il t'amène où il veut. Oui, bien sûr. Voilà. Et tu dois être là. Donc, c'est un voyage à chaque fois. C'est un voyage avec une personnalité différente de l'autre. Voilà. Et des fois, on pénètre dans un inconscient où c'est pas la joie. Et oui. Voilà. C'est pas... Donc il faut après défouler tout ça. Voilà, c'est pas la joie. Et donc, malgré que nous ont appris quelques techniques pour ne pas avoir l'effet ventouse, oui. Voilà, mais des fois ça dépasse. Hein. Même il y a ces techniques, ça ne servira pas. Ça peut protéger à 50%. Voilà. Mais après, c'est l'hygiène de vie qui peut. Donc, on doit bien dormir, bien manger. Quand on rentre à la maison, c'est-à-dire à la sortie du cabinet, c'est plus l'hypnothérapeute sert à faire, leur sert à faire. Je dois éviter de parler de l'hypnose directionnelle, je dois éviter de parler de mon monde professionnel et je dois m'occuper de moi. Et cette occupation de moi, j'ai intégré ces toiles et tout. En fait, c'est de l'autothérapie. C'est de l'autothérapie. Voilà. Ça tu exposes Tu as déjà exposé? Tu exposes? J'expose, non. Ouais. J'ai l'intention d'exposer, oui. Ah, c'est cool. Quand, je ne sais pas. Ouais, mais c'est bien, c'est pas grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas aussi. Mais en tout cas, tu exposeras. En fait, j'ai commencé à le faire pour moi. Oui, c'est chouette. Ça me donne beaucoup de détente, beaucoup de relaxation et beaucoup de bien-être. D'accord. Ouais. Très bien. Ça donne beaucoup de bien-être. Surtout quand on touche la toile et la peinture avec la main comme ça. Moi, il y a des amis qui me disent mais non, mets les gants. Mais non, je leur dis non, j'ai envie de toucher ma toile. J'ai envie. Ça fait beaucoup de bien. Oui. Et pour exposer, oui. Après, il y a eu, parce que j'ai des amis artistes autour de moi. Donc j'ai montré quelques toiles. Ouais. Il y a eu un retour, un feedback. Ils m'ont dit écoute, pourquoi pas exposer. Là, on n'est pas obligé de faire les beaux-arts pour exposer et tout. Donc, c'est-à-dire, je l'ai fait pour moi, mais là, je suis dans une phase où je me dis oui, pourquoi pas exposer, parce qu'il y a eu beaucoup de retours d'artistes. J'ai envoyé quelques artistes étrangers, j'ai eu un retour aussi. Tu vois, c'est de l'abstrait. Oui, c'est vachement... Voilà, et en fait, chaque toile, on peut peindre même un vécu. Tu leur donnes un titre? Oui, il faut. D'accord. Chaque toile a son... Chaque toile, il faut donner... là, j'ai pris conseil de mon entourage, oui, des artistes que je connais. Au début... je te cache pas, je peins, après je mets de côté et avant de dormir, je la mets en face moi et je dors avec. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai fait ça, alors oui, c'est parfait. Mais après, j'ai parlé avec des professionnels, ils m'ont expliqué qu'il faut donner un titre, un nom. En fait, là, c'est un pinceau. Ah. La forme. Ah, c'est marrant, moi je voyais de la calligraphie. La calligraphie. En fait, c'est... En fait, l'abstrait, ce qui est bien, peut-être pas bien pour d'autres, on interprète selon la personnalité, notre identité. Oui, et puis je pense aussi selon le moment. Selon le moment. L'humeur. Oui. On peut même pleurer. Moi, j'avais une toile où j'ai pleuré dès le début jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais je me suis pas dit qu'est-ce qui se passe, je suis hypnothérapeute. Donc je sais c'est quoi. C'est un moment... J'ai pleuré, mais sans raison. Il n'y a pas le pourquoi du comment. Toujours, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Généralement, on a tous des émotions négatives qui doivent sortir. Voilà. Donc l'hypnothérapeute, peut-être qu'il a des capacités à maîtriser ça, à éliminer ça. Et j'ai découvert par les toiles et la peinture, ça aide. Moi, en tant qu'hypnothérapeute, ça m'a aidé autant que personne aussi. À faire, ça m'a aidé. Voilà.
Et là, on voit la kinésithérapie qui mène vers l'hypnothérapie qui vers l'art. mène vers l'art. Et donc là, tu vois, j'ai dit que j'aime le changement. Et ben là, t'es en plein dedans. Je suis en plein dedans. Je suis à la troisième porte. Ouais. Disons. Ouais. Alors, pour finir, je pose toujours les deux mêmes questions. L'avant-dernière question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais écouter à Mesharoun? J'aimerais écouter un artiste qui s'appelle Kalour Mohamed. C'est un artiste algérien. Ok. Eh ben, j'essaierai de le contacter. Ouais, il est là. C'est une personne à découvrir. Ok. Et la dernière question, c'est que signifie pour toi Mesharoun? Histoire. Merci Rafeq. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Mesharoun. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Mesharoun, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Mesharoun en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Mesharoun et à très bientôt.